Bon allez, qu'est-ce qu'on a dans ce débrief hebdo? Ça me fait pas un peu des nouveaux cheveux là? Ravi de vous retrouver en ce dimanche pour le débrief hebdo. On ne s'arrête pas cet été. Installe-toi confortablement. Je te propose même un petit cocktail d'information. Parce que cocktail tout court dimanche à 10h, c'est quand même un peu... Bon bref, tu fais comme tu veux. On va parler d'actualité à travers les élections britanniques, les fluctuations du marché pétrolier ou encore, passons par Tesla, Amazon, le tour à 360 degrés des marchés financiers. On va faire également une petite actualisation de ce qui se passe sur le marché des cryptos. Commençons d'abord par les élections britanniques. Législatives, j'entends. Il n'y a pas des élections chez nous aussi aujourd'hui. D'après les derniers sondages, le parti travailliste est sur le point de l'emporter. Et ni plus ni moins d'une petite victoire écrasante. On parle de 410 sièges sur les 650 disponibles à la Chambre des communes et c'est un record depuis Tony Blair en 1987. 1997, nous vieillis pas plus qu'on ne l'est. Et de leur côté, les conservateurs devraient chuter à seulement 131 sièges. Ce serait une défaite historique pour eux. On dirait bien que là-bas, il va y avoir du changement. Passons au pétrole où les cours ont atteint des prix les plus élevés depuis 2 mois. Et selon un rapport de l'administration américaine d'information de l'énergie, les stocks de pétrole ont chuté de 12 millions de barils, même un petit peu plus. Et oui, on a la demande d'essence, mais aussi de carburéacteurs qui devraient exploser avec plus de 7 millions de touristes qui sont prêts à voyager pendant la semaine du 4 juillet. Et du coup on est dedans en fait là, non? Oh non, pas les touristes. Et puis on a également des vagues de chaleur au Moyen-Orient. Les exportations de l'OPEP+ ont pris un coup. Bref, c'est la loi de l'offre et de la demande en action. Cette semaine, nous avons eu quelques chiffres macroéconomiques. Déjà, commençons par les PMI des services aux États-Unis. C'est des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat qui donnent leurs sentiments sur les business, l'activité de l'entreprise, les stocks, les inventaires, les flux, tout ça. On peut dire que ça a pris un coup de mou au mois de juin, pour ne pas dire que c'est catastrophique. C'est le chiffre le plus bas enregistré depuis le Covid, donc depuis 4 ans. Oui, je sais, le temps passe. On est tombé à 48,8, sachant qu'en dessous de 50, c'est une contraction de l'activité. Donc, visiblement, pour le moment, aux États-Unis, pas de panique, puisqu'ils partent du principe que si les chiffres sont dégueux, peut-être que la Fed va baisser ses taux, ou en tout cas, au moins se poser la question, puisque Jérôme Powell, visiblement, pour le moment, il n'est pas très chaud, quand bien même le marché anticipe toujours 2 baisses des taux de la part de la Fed d'ici la fin de l'année. Et puis nous avons eu également le NFP, ça c'était vendredi à 14h30. Alors là, voilà les chiffres. Le chômage augmente, les créations d'emplois sont supérieures à ce qu'on attend et l'évolution des salaires était attendue à plus 0,3%, c'est tombé à plus 0,3%. Voilà. Donc mon avis sur ces chiffres, débrouille-toi avec ça. Pour une fois, un qui est supérieur aux attentes, l'autre est inférieur aux attentes, l'autre est conforme aux attentes. Voilà, comme ça au moins. Allez, non mais attends, c'est les vacances pour tout le monde, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'inflation européenne. Parce que oui, je crois que j'ai fait une petite erreur dans le débrief de dimanche dernier. J'ai dit que c'était le CPI aux États-Unis, mais en fait, c'était le CPI en Europe. Mais à culpa. Veuillez m'excuser. Donc, l'inflation en Europe au mois de juin a ralenti. Eh oui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Donc, plus 2,5% contre 2,6% au mois de mai. Et si on exclut tout ce qui est alimentation et énergie, c'est stable, 2,9% d'inflation. Les services, eux, constants à 4,1%. Soulagement en ce moment tourmenté d'un point de vue politique, au moins d'un point de vue économique, pour le moment, c'est pas pire. Direction les entreprises et nous allons parler de Tesla. Tesla qui a explosé depuis ces derniers mois, depuis les plus bas. Elle a gagné 70% de valeur, 40% en 2 semaines. Et même si oui, elle a subi 2 trimestres consécutifs de baisse dans ses ventes de véhicules. Alors c'était attendu, 2024 c'est année de transition, ça on en avait déjà parlé ensemble. Elle prépare surtout 2025 avec des nouveaux véhicules, des nouveaux trucs de ouf. Donc bref, 2024 on l'avait déjà dit que c'était pourri. D'ailleurs, tout le monde voyait du noir tout en bas. Ça je vais en parler juste après. Donc ils ont livré au premier semestre 831 000 véhicules. C'est donc en baisse de 7% par rapport à la même période l'an dernier. Et donc oui, revenons tout de suite. Oui, je sais, ça fait pas très longtemps que j'ai dit j'y reviendrai plus tard. Voilà, maintenant on est plus tard. Donc tout le monde broyait du noir en bas parce que ça y est, Tesla c'est fini, c'est la fin, nanana. Donc psychologie ultra négative. Et d'ailleurs, je l'avais partagé sur IVT, même sur les réseaux, que je passais acheteur sur cette grosse zone 180 $ et 160 $. Patience, on est tombé jusqu'à 144.
ou 140, enfin bref, je sais plus exactement au point bas. Et puis derrière, elle a explosé. Parce que la publication finalement de ces chiffres du deuxième trimestre, ils sont peut-être en baisse par rapport à l'année dernière, moins fort que ce qu'on attendait, qu'elle a livré plus de véhicules que prévu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, Elon Musk a dit attention, début août, je vais vous présenter un truc de ouf. Donc il y a notamment les robots taxis, son super robot, voilà, je sais pas trop ce qu'il fait, mais visiblement beaucoup d'attentes, beaucoup de développement et donc des annonces qui arrivent. Et ça a plutôt tendance à enthousiasmer les actionnaires de Tesla. Les shorts ont perdu, on estime à peu près autour de 4 milliards et demi de dollars durant cette montée. Ah bah oui, ça fait mal quand on voit sur le marché des cryptos, ceux qui se font liquider, on a entre 400 500 millions de dollars par jour. Là, c'est 4 milliards et demi. Bref, Tesla reprend de la vigueur. J'en ai profité pour alléger un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre? Tout simplement de reprendre éventuellement sur des replis sur 200 dollars. Mais j'ai toujours un objectif moyen-long terme autour de 300, 400 dollars. On verra, c'est du moyen-long terme. Perso, je reste positionné dessus. Direction maintenant Amazon avec Jeff Bezos qui a annoncé la vente de 25 millions d'actions supplémentaires pour la modique somme de 5 milliards. de dollars. Et ça, c'est après en avoir déjà vendu pour 8,5 milliards de dollars au mois de février. Je sais pas, je pense qu'il veut faire des vacances plutôt sympathiques, on va dire. Il reste encore un gros actionnaire, il a plus de 900 millions d'actions qui représentent un peu moins de 9% d'Amazon. Disons qu'il garde une main sur le volant. Direction maintenant, on va arrêter avec les États-Unis et l'Europe, les marchés émergents. Eh bien, l'indice MSCI Emerging Markets a atteint son plus haut niveau depuis 2 ans. Bonne nouvelle pour les investisseurs qui croient à ce marché. Et on va rester en Asie, on va aller en Asie parce qu'on n'y était pas déjà, où l'indice Topix a battu des records. C'est un indice japonais. Vous connaissez probablement le Nikkei. Il y a aussi le Topix. Nouveau record qui lui permet donc de dépasser les plus hauts de l'ère de la bulle. Alors, le Topix, c'est l'ensemble des entreprises du compartiment A avec une pondération qui est proportionnelle à la capitalisation des entreprises. À la différence du Nikkei, comme rarement pour les autres indices, où le Nikkei, lui, est calculé en fonction des cours de chaque action. Il part du principe que celle qui cote la plus chère a plus de poids dans l'indice. Logique, plus c'est cher, plus c'est bon. Alors pourquoi cette hausse? Parce que les assureurs et les banques profitent des attentes de hausse des taux de la part de la Banque centrale du Japon, la BOJ. Donc le Japon refait un retour en force. Et tu sais quoi? Eh ben on va relancer la minute pédagogique parce que oui, ça fait un moment qu'on n'a pas lancé le jingle. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Je vais te conter une petite histoire. Alors, il faut savoir que l'indice Dow Jones a été créé en 1896 par Charles Dow, d'où son nom du coup Dow Jones, et Edward Jones. Ah mais ça y est, Dow Jones. Ah mais d'accord, en fait c'est parce que c'est les deux noms des gars. Ok. Le Dow Jones est l'un des indices boursiers les plus anciens et à l'époque les outils financiers modernes n'étaient pas disponibles. Donc ils n'étaient pas modernes du coup et la simplicité était essentielle. Un indice pondéré par les prix était plus facile à calculer à la main. Et je me souviens même d'ailleurs à l'époque quand je faisais de l'analyse technique, il y avait même des gars qui arrivaient dans mon bureau avec des papiers millimétrés où ils traçaient eux-mêmes la bougie pour faire leurs propres analyses techniques sans avoir les cours en temps réel sur l'écran. Je te jure que c'est vrai en plus. Donc le Dow Jones a été conçu pour représenter la performance des grandes entreprises industrielles américaines de l'époque et ça donne donc une vision simplifiée de l'évolution des prix. Et le S&P 500 lui a été lancé en 1957, créé comme son nom l'indique par SPE, non je déconne c'est une blague, qui a été conçu pour fournir une vision plus complète et plus représentative du marché boursier américain en utilisant donc la capitalisation boursière pour la pondération. Il reflète donc mieux l'importance relative des entreprises dans l'économie. La pondération par capitalisation permet donc de capturer plus précisément la valeur globale du marché et d'inclure un large éventail de secteurs. Donc les entreprises les plus grandes et les plus influentes ont un poids proportionnel à leur taille, ce qui offre une représentation finalement plus précise de leur impact économique. Donc tout simplement la différence de calcul entre Dow Jones et S&P 500 est liée à leurs origines historiques et leurs objectifs respectifs. Voilà, maintenant on sait pourquoi
si tu te posais la question, bah moi je me la suis posée et du coup j'ai la réponse. Et d'ailleurs en parlant du SP500, nous avons l'indice VIX si la saisonnalité t'intéresse. Donc on compare par rapport à ce qui s'est passé aux années précédentes, et ben on devrait avoir un pic de volatilité cet été. Et c'est pas pour nous déplaire parce qu'en ce moment la volatilité sur les indices c'est quand même pas foufou. Quand on fait du trading, quand il n'y a pas de vol, on se fait chier. Et semaine prochaine, n'oublions pas aussi puisqu'on parle de retour de volatilité, pourquoi pas, et la reprise déjà de la saison des résultats aux États-Unis. Et oui, on aura également semaine prochaine, qui dit volatilité dit inflation aux États-Unis. Cette fois, c'est vraiment vrai, c'est le CPI US, l'inflation aux États-Unis. Et ça, ce sera jeudi, c'est probablement the chiffre de l'été. Ce sera donc très chaud aussi sur les marchés. Je te propose de faire rapidement un tour d'horizon à 360 degrés des marchés avec notre habitude de regarder au travers des graphiques. Et ben c'est parti. Alors cette semaine sur les marchés, c'est toujours un peu la même histoire, vous la connaissez maintenant. On a des indices qui sont forts, des indices qui sont faibles. Les forts, toujours les mêmes, vous les connaissez, SP500 et Nasdaq. Un peu plus de 1,5% de performance. Les cours ne sont pas clôturés au moment où je tourne la vidéo, donc ça peut varier. 1,5% de hausse cette semaine sur le SP500. Indice fort avec le Nasdaq et un troisième, c'est invité à la fête. On a parlé tout à l'heure du Topix et du Nikkei. L'indice Nikkei qui a finalement réintégré sa MM20 weekly. Je travaille toujours sur des unités temps longues pour commencer à faire mon analyse et avoir un avis sur le marché. Les tendances sont toujours haussières sur ces trois indices. Au-delà des MM20 weekly, que ce soit encore une fois le SP500, on est largement au-delà, quand bien même on avait eu des petits signaux d'alerte et de faiblesse sur le SP500 la semaine dernière, mais qui n'ont pas été confirmés ensuite. Si on a une casquette verte, toujours privilégier les indices les plus forts, donc ces trois-là, tant qu'on est au-dessus de ce que j'appelle, et je travaille avec des zones de polarité, vous le savez maintenant. Donc en fait, c'est un cap, une ligne directrice. Je les relève progressivement une fois que les indices sont dans des tendances haussières concernant le Nikkei par exemple. Si je zoome un petit peu, on était dans une tendance complètement neutre. On est passé sur des polarités qui sont positives. MM20, MM50, daily repasse haussière et on rehausse progressivement les zones de polarité. Donc tant que le Nikkei ne repasse pas à minima, allez, on va dire grosso modo les 40 000, j'arrondis, mais au moins 40 200. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, on n'a pas de signal d'alerte. Même chose sur le SP500, phase de consolidation latérale. Et vous voyez finalement, ça se poursuit. Hop, on a des phases de consolidation latérale. Et systématiquement, je pourrais même d'ailleurs le reporter là. Vous voyez, phase de consolidation latérale. On ne passe pas sous des zones ici de polarité. Les 5450, c'était cette semaine. On ne s'installe pas là en dessous et plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. C'est donc en train de se poursuivre. À l'inverse d'indices qui restent faibles, comme par exemple l'indice Dow Jones, vous le savez, depuis fin de mois de janvier. On est toujours dans un méga range. Vous voyez ici, les moyennes mobiles daily sont complètement plates. En weekly, ça bouge quasiment pas. Cette semaine, plus 0,3%. Seulement, proche de la borne haute ici d'un canal ascendant, on a fait un double top, mais il n'y a pas eu de confirmation avec la rupture de la ligne de coup qui passe autour des 37 800. Donc là aussi, c'est un indice faible. Donc voilà, on préfère travailler notamment à la vente les indices qui sont faibles. Donc en l'occurrence, on ne peut pas être partout, notamment par exemple l'indice Dow Jones. Il y a également un autre indice américain qui est faible. Donc lui, je suis toujours 100% exposé vendeur depuis le début de l'année. Vous savez, je travaille ici à la vente autour des 2060, 2100 points depuis le début de l'année, 2024. On n'arrive toujours pas à s'affranchir de cette grosse zone de résistance. Si je me place ici en weekly, vous voyez ici c'était finalement une précédente zone de support qui fait maintenant office de résistance depuis mars 2022. On est retourné en 2024 ici là-dessus. Je continue à le travailler à la vente. Pour le moment, je ne vois pas de raison de changer de fusil d'épaule et de cap. Une espèce de figure d'élargissement qui s'est formée. On est sous la MM50 daily, sous la MM20 daily maintenant désormais. Cette semaine, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, le Russell est à moins 1%. Donc, vous voyez vraiment, il y a vraiment une différence entre les forts et les faibles. On est dans ce type de marché depuis le début de l'année. Ça continue encore et encore. En Europe, vous connaissez maintenant cette pression baissière qu'on a sur le CAC. Alors, sur le CAC, on est rallié ici la MM50 weekly. On est passé sous la MM20 weekly ici, qui était un signal de baisse assez important. Au moment auquel, justement, j'ai réaugmenté mon exposition vendeuse sur le CAC jusqu'à 7006. 7006, je fais du trading sur finalement un tiers d'exposition vis-à-vis des 2 tiers que j'ai toujours en exposition vendeuse swing. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur le CAC en fonction des élections? Est-ce que je vais agir en fonction de la news? Je l'ai dit déjà dimanche dernier, je le redis encore ce dimanche où tout le monde va aller voter. Peu importe en fait ce qui se passe, je ne vais pas trader la news de ce qui se passe en termes de sièges, législatives, machin, etc.
j'estime que c'est un catalyseur, donc je vais faire en fonction de ce que fera le CAC. Pour le moment, le CAC reste toujours dans une tendance baissière, quand bien même on s'est installé au-dessus de la MM20 daily. On regarde en 4 heures, on est au-dessus de la MM50 4 heures. Donc là, effectivement, on a un petit signal de faiblesse de la baisse. Donc on a des rebonds techniques qui s'opèrent. Mais tant qu'on ne s'installe pas, et c'est encore une fois, moi, c'était mon hypothèse de travail cette semaine, c'est qu'on travaille finalement dans un range tout au long de la semaine, un peu au-dessous des 7500, un peu au-dessus des 7700. Vous voyez que finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, on a fait un gros range tout au long de la semaine en horaire. Et que c'est baissier en début de semaine. Première partie de semaine, ça baisse. Deuxième partie de semaine, ça monte. Vendredi, finalement, vous voyez qu'on fait une petite bougie baissière dans l'après-midi, mais il n'y a pas vraiment de signal positif ou négatif. Donc, je reste à 2/3 exposé vendeur. Et en fonction de l'ouverture de lundi, j'adapterai mon exposition. Bien évidemment, j'en parlerai en détail sur IVT. Je ferai vraiment une vidéo explicative dimanche soir pour expliquer mes hypothèses de travail en fonction de si l'indice peut ouvrir à plus 2%. Tout comme il peut ouvrir à moins 2%. Donc en fonction de ça, j'adapterai tout simplement mon curseur d'exposition. Mais je ne change pas pour le moment de cap parce que l'indice CAC 40 tout simplement est passé d'une tendance haussière à une tendance neutre et de tendance neutre à tendance baissière désormais tant qu'on est sous les 7007, 7008. On peut faire des petits excès au-dessus, des petits excès en dessous. Donc je vais travailler comme ça. Et puis si jamais on se réinstalle au-dessus des 7007, 7800 points, en début de semaine prochaine, probablement, j'allégerai encore un petit peu mon exposition. Mais autour des 7900, j'estime qu'on est toujours dans une dynamique baissière. Et tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus des 7009, j'estime que c'est toujours le cap à privilégier. Sur l'indice allemand DAX, qui est un peu plus fort que le CAC, vous voyez que finalement, depuis le début du mois de mars, on est là aussi dans un range entre 18 500 et, allez, j'arrondis le trait, 17 500. C'est plus facile à retenir. On a fait un petit peu au-dessus. On est toujours au milieu de ce range et on est retourné finalement sur la borne haute. Et vous voyez que la borne haute, finalement, ce vendredi, le vendredi de cette semaine, du coup, a provoqué une réaction baissière. Donc c'est toujours pareil, on tape sur les faibles et on accompagne l'effort, on met l'effort dans notre équipe. On continue dans cette ligne directrice globale. C'est pas vraiment passionnant, je le disais tout à l'heure. Il y a très peu de volatilité, peut-être que la volatilité reviendra cet été, peut-être que la volatilité reviendra la semaine prochaine avec publication de résultats d'entreprise aux États-Unis, mais également l'inflation aux États-Unis apportera peut-être un petit peu plus de volatilité. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose que travailler dans ces ranges, donc on doit s'adapter au marché, ce n'est pas le marché à s'adapter à nous. Ça ne sert à rien d'être fatigué, ça ne sert à rien d'être impatient, ça ne sert à rien d'essayer de travailler sur des unités de temps trop courtes. Je pense que garder un cap, une ligne directrice, c'est la meilleure chose à faire, que vous soyez haussier, baissier, peu importe. Globalement, on est dans des ranges, à part encore une fois les indices très forts et les indices très faibles. Mais pour le moment, je ne vois pas de raison valable technique de changer pour le moment de ligne directrice. Donc on fait avec ce qu'on a. Des fois, il y a des petits pics de volatilité, il faut essayer de les exploiter au mieux. Donc dès que ça remonte un petit peu sur des zones de résistance, notamment horaires, on continue à travailler à la vente. Et puis des fois, comme l'a fait Rodolphe par exemple vendredi, ça peut permettre de prendre par exemple 200 points sur le DAX, sur une petite partie d'exposition et de continuer comme ça à grappiller des points en attendant que ça se réveille. Alors, il y a des choses justement aussi intéressantes, ça je vous en avais parlé aussi, par exemple le gold qui tient toujours les 2300 $. Donc là, toujours exposition acheteuse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est toujours dans une dynamique positive. Certes, on a des ranges, là on est dans un gros range depuis le début du mois d'avril, mais c'est pareil, c'est-à-dire que dès qu'on vient finalement sur des zones support et des polarités, ici, des 1300, des zones support, on rebondit derrière. Donc il faut être patient, la dynamique reste encore très positive. Retour sur la MM20 weekly et derrière vous voyez que ça repart, on est toujours au-delà de ce canal ascendant dont on s'est extrait par le haut et dont on tient finalement la borne haute, donc des pullbacks à exploiter et toujours une exposition acheteuse à conserver. Le silver en profite également, tout comme à peu près l'ensemble des matières premières. On a vu tout à l'heure le pétrole qui met des petites bougies haussières, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de volatilité. L'eurodoll, lui, remonte un petit peu, donc moins de pression par rapport à ce qui se passe et le contexte politique qui peut être finalement bloqué pendant plusieurs années en fonction des résultats, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas trader la news, c'est un catalyseur. Donc finalement, petit sursaut ici. On repasse à une polarité qui est positive. Donc cette ligne rouge ici, je peux la placer verte. Tant qu'on ne repasse pas sous les 1,08, grosso modo, pour le moment sur l'eurodoll, on a plutôt une pression positive. Moi, j'attends toujours, globalement, vous voyez ici, on a un énorme range weekly. 1,05 pour payer. À 11, la seule fenêtre de tir qu'on avait, c'était entre Noël et le jour de l'an 2023. Je l'avais vendu ici. Depuis, vous voyez que finalement, on est dans un micro-range, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Détente également sur les taux d'intérêt aux États-Unis, probablement liés aux mauvais chiffres qu'on a eu de l'ISM et donc qui pèsent
un petit peu sur justement sur le taux à 10 ans et qui du coup permet notamment aux valeurs technologiques de se reprendre un petit peu, parce que je rappelle que les valeurs technologiques ont beaucoup plus comment dire, de sensibilité à ce qui se passe sur les taux d'intérêt, puisqu'elles ont besoin d'investir et besoin du cash. Donc si on a des anticipations de baisse des taux de la part de la Fed parce que les chiffres sont pas bons, et ben ça pourrait permettre justement à la Fed de baisser ses taux, le coût de l'argent diminue, ça permet d'investir plus et donc investir plus de croissance, etc. Contrairement par exemple aux valeurs industrielles. Le dollar américain, lui, se détend également, ce qui est assez logique puisque le taux à 10 ans également se détend, ce qui profite du coup si le dollar baisse par effet mécanique, les matières premières libellées en dollars montent. Donc c'est pour ça que l'or et l'argent notamment en profitent. Et donc pour la semaine prochaine, encore une fois, je vais continuer toujours dans cette ligne directrice. On se place des polarités en dessous des pieds sur les indices les plus forts si on veut travailler à l'achat, plutôt les indices les plus forts. À la vente, les indices les plus faibles. Certains sont plus faibles que d'autres. Encore une fois, le DAX, même si on revient sur des zones de résistance, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mal à passer. Le CAC, on verra lundi en fonction de l'open. Faut pas paniquer, faut pas euphoriser dès l'ouverture si on ouvre à plus 2, moins 2. D'accord, d'ailleurs, on peut ouvrir à 0 également, hein, j'en sais absolument rien. Mais je travaille toujours avec des zones de polarité. Ma polarité pour le début de la semaine prochaine, c'est 7630. Donc si on s'installe à nouveau, et ça c'est hypothèse de travail numéro 1, dans ma ligne directionnelle, dans ma ligne directrice, si on s'installe sous les 7630, alors probablement je travaillerai sur des signaux horaires pour réaugmenter à nouveau mon exposition et viser toujours les objectifs hebdomadaires que je me fixe autour des 7300 dans un premier temps et puis les 6850 autour de ces zones-là, 6800, 6850. Si on repasse sur cette zone, si on retrace jusqu'à cette zone, j'estime qu'en termes d'investissement moyen terme, c'est une première zone d'entrée avec éventuellement une deuxième zone d'entrée à 5800. Alors attention, je ne dis pas que le CAC, j'espère que le CAC perde 25% de sa valeur, bien évidemment pas. Mais je travaille sur des niveaux clés en mode IBL, Investing by Level, donc j'investis par palier en fonction des zones, dans des tendances qui restent effectivement à long terme haussières par exemple sur le CAC, mais plutôt que d'investir ici à 8002, je préférerais le faire à 6800 points si on y va. Voilà globalement, peu de volatilité. Il faut quand même garder cette constance et cette persévérance et cette discipline qu'on s'impose au quotidien, quand bien même le marché ne font pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se fait endormir un peu par le marché qui ne fait rien. Et puis à un moment donné, hop, il y a un pic de volatilité. On réagit par émotivité à la vente, à l'achat, un peu n'importe comment. Et ça nous fait finalement prendre des positions qui ne sont pas très bonnes en termes de timing, en termes de stratégie et en termes de rigueur finalement qu'on s'impose. Utiliser par exemple des zones de polarité, utiliser également ces notions de force et de faiblesse en fonction des indices, et on travaille dans un sens prioritaire dans un marché qui est plutôt globalement en range. Donc je ne change pas de casquette, je ne change pas de fusil d'épaule pour le moment sur l'ensemble de ces classes d'actifs où finalement vous avez déjà depuis pas mal de temps tous les éléments. Concernant la partie crypto, j'avais fait une vidéo mercredi soir qui a été publiée avant justement ce mouvement de panique qu'on a eu sur l'ensemble du marché en disant on doit se préparer à ce qu'on ait un spike. 2 jours plus tard, il a lieu. Donc on a enfoncé les niveaux et la question était de se poser en amont, qu'est-ce que je fais si ça arrive? Donc je vous ai déjà répondu que j'en profitais pour reprendre avec des épuisettes et du cash encore à disposition, notamment en gestion active ou alors en long terme aussi, sur des niveaux clés, sur des cryptos que j'estime intéressants d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique, d'un point de vue aussi de leur force par rapport aux autres. Donc ce mouvement a eu lieu. Maintenant, oui, il faut serrer les dents. C'est comme ça, c'est ainsi. Si on croit au marché des cryptos, j'estime que c'est maintenant l'opportunité qu'on peut avoir de rentrer à bien moindre prix qu'il y a quelques mois. On pensait absolument pas que le marché allait baisser de 20, 30, 40, 50, voire même peut-être plus sur certaines, alors qu'on était dans des tendances haussières absolument hallucinantes avec un Bitcoin qui était sur des ATH à 73 000, un Ether qui avait l'intention de péter les 4 000 $. On ne pensait pas qu'il allait retourner à 2 800 $. Et c'est pour ça que je vous disais, moi j'ai toujours des épisodes en dessous. On ne sait jamais, ça peut arriver et il faut s'y préparer. Psychologiquement, mais aussi techniquement, quelle action est-ce que je mets en place? Donc vous avez cette vidéo bien évidemment sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes abonné, vous l'avez reçue. Je vous propose cette fois, plutôt que ce soit moi qui parle, qui refasse un point, que ce soit Rodolphe qui vous partage avec ses propres mots. Vous verrez que c'est une vision complémentaire à la mienne, la situation actuelle sur le marché des cryptos. Vérité ou non sur les cryptos, tout ce que je peux vous dire, moi, encore une fois, je le fais en temps réel au moment venu, d'accord? J'ai actuellement, moi aussi, des milliers d'euros de pertes sur les cryptos. Je n'ai pas de mal à dire, alors à part sur certaines comme AR, RNDR, où je suis à l'achat
Binance Coin, je suis à l'achat tout en bas, mais sur d'autres, je suis en perte. Cette nuit, on a fait et on est en train de faire travailler la bande de Bollinger basse hebdomadaire, écart type 2, écart type 2,5, peu importe, on s'en fiche. Et on a fait cette nuit, vous voyez, la MM50 hebdo. Je ne vais pas vous dire que la cassure par le bas de la grosse latéralisation est une bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour nous toutes et tous. Je peux simplement vous dire, je vais le faire très court cette vidéo, c'est que là, actuellement, on l'a fait, cette MM50 hebdomadaire, d'accord? On l'attend, enfin pour ma part, moi je l'attends depuis bientôt pratiquement 3-4 mois, depuis février. Et je peux vous dire à l'instant T, donc on se rappellera de cette vidéo au cas où, vous pourrez me la ressortir. Je reçois parfois des trolls, parfois des menaces, il n'y a aucun souci. Moi je vous dis ce que je fais et à tout moment, j'ai mes portefeuilles en adéquation avec ce que je fais. Et à partir de ce moment-là, dans tous les cas, je pourrais toujours me regarder dans une glace que ça marche ou pas. Donc, je vous le dis clairement, 7h28, 5 février 2024, je suis actuellement, suite notamment, même si je le suis depuis un peu plus de temps, totalement full sur ma poche long terme, moyen long terme, sur les cryptos. Voilà, c'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que tout se passe. Graphiquement, c'est le moment que j'attendais, d'accord? Après, comme toute stratégie, comme tout scénario, d'une part, je le répète, hein, déjà le trading c'est difficile, l'investissement c'est parfois encore plus difficile, mais sur les crypto-monnaies, ça doit être, vous ne devez engager que des sommes que vous êtes prêt à perdre et en aucun cas des sommes qui vont vous servir dans votre quotidien, des sommes dont vous avez besoin, des sommes d'argent dont vous avez besoin pour vivre, pour manger, pour payer votre télé, etc. Donc je le répète, c'est un investissement sur les risques que je suis, on va dire, globalement obligé de faire, mais même si je n'étais point obligé de le faire, je le pense réellement. Tout argent investi, tout argent ou toute épargne qu'on a épargné et qu'on investit sur les marchés financiers doit être clairement, on sait qu'on peut le perdre. Et donc, on en a avoir conscience, c'est pas un jeu, ça comporte des risques. Les performances passées ne présagent pas les performances futures, mais peu importe. Ça, je le répète, je le pense vraiment, c'est risqué. On peut tout perdre. À partir du moment où on sait qu'on engage une certaine somme, qu'on peut la perdre et qu'on n'en a pas besoin, alors on a répondu aux deux questions qui me semblent non négligeables et essentielles pour vous toutes et tous. Voilà, je m'arrêterai là. Cette MM50 hebdo, on l'a fait cette nuit, on l'attend depuis des mois, voire des semaines sur IVT. Maintenant, les flèches, je vous ai déjà présenté, hein, je ne viens pas de les faire, c'est toujours les mêmes, je ne touche pas. La zone, pareil. C'est maintenant que le marché des cryptos doit réagir. Voilà, je vous embrasse bien fort. À plus tard, merci beaucoup. C'est déjà terminé, messieurs, dames, pour le débrief hebdo du dimanche. Encore merci pour vos likes. Encore une fois, vous pétez tout, vous arrachez tout. Merci pour votre soutien. On est bientôt 50 000. Je crois que l'objectif va être atteint. Et puis après, en 2038, peut-être qu'on sera 100 000. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Vos messages super positifs, super constructifs. Que vous soyez d'ailleurs d'accord ou pas d'accord. Donnez votre avis aussi sur le marché. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Dimanche prochain, pas de débrief hebdo. Mais dimanche d'après, oui, il y en aura un. Donc, je vous lâche pas cet été. On est là tous les matins dans les Morning Mood, tous les jours sur IVT. Et notez la date également, je vous mets le lien aussi dans la description. Le 16 juillet au soir à 20 h avec Rodolphe, on fait un méga apéro avec des surprises. On va vous parler d'énormément de sujets et notamment comment investir en fonction de sa tranche d'âge. Bon, je vous en dis pas plus, on est en train de travailler dessus. On espère vous apporter le plus grand nombre de réponses possible pour le plus largement de personnes. J'ai hâte, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors les places sont limitées, mais c'est vraiment vrai parce qu'on ne peut pas accueillir 10 000 personnes non plus. Donc inscrivez-vous si vous êtes sûr de venir. On se dit à très vite, profitez bien si vous êtes en vacances. Force et honneur si vous êtes au boulot. Ciao!